Les ressources minières, notamment l'or, a beaucoup contribué à l'économie nationale du Mali. Très longtemps, le Mali, jusqu'à présent, est classé parmi les 5 premiers producteurs d'or en Afrique, notamment 3e position. Et cela fait presque 20 ans ou 30 ans. Donc, ce qui donne une position stratégique sur le plan international, une certaine respectabilité à l'étranger. Voilà, donc les ressources minières contribuent vraiment à la réputation d'un pays. Si vous prenez Kankou Moussa, qui quand même a donné un nom au Mali à l'étranger sur le plan historique, moi je pense que donc voilà l'importance aussi des ressources minières sur le plan sociologique, sur le plan culturel. Mais maintenant sur le plan économique, je viens de vous dire que le Mali est 3e producteur d'or il y a très longtemps en Afrique. L'or contribue à un moment, c'était un tiers du budget national, c'est-à-dire une valeur estimée à plus de 500 milliards, ce que les mines rapportent à l'économie nationale. Et 90% de nos exportations, 75% certains le disent, 75% de nos exportations, c'est de l'or. Avant, c'était le coton, mais l'or a vraiment dépassé le coton il y a très longtemps. Le coton, si vous faites une petite comparaison, le coton apporte à peu près 50 milliards à 100 milliards à l'État par an, mais par contre, les mines d'or apportent plus de 500 milliards. Vous voyez que la différence est énorme. Et 75% des exportations du Mali, de la recette du Mali, de ce que le Mali vend à l'étranger, 75% c'est de l'or provenant de nos mines. Donc voilà un peu l'avantage de l'or sur l'économie nationale. Et si vous prenez les mines, le Mali en 85 n'avait qu'une mine. De nos jours, le Mali compte à peu près 15 mines industrielles, 15 grandes mines industrielles. Et si vous prenez un moment, il n'y a pas 6 mois ou une année, la mine d'or de Loulou Gunkoto, était la plus grande mine d'or en Afrique. Et actuellement, c'est la 2e plus grande mine d'or en Afrique, juste avant sa fermeture à cause d'un litige entre l'État et Somilo. Donc, vous voyez qu'est-ce que l'or rapporte à l'économie nationale. Bon, maintenant, si vous prenez le nombre d'employés, ça a permis de créer des milliers d'emplois. Certes, c'est que l'orpaillage absorbe, nos grandes mines n'arrivent pas à absorber cette quantité de jeunes qui sont à la recherche d'emploi. Mais tout laisse à croire quand même que c'est des activités qui créent des milliers d'emplois. Donc c'est quand même bénéfique pour un État de pouvoir lutter contre le chômage à travers ces industries minières. Voilà, donc maintenant si vous partez sur le plan de l'exploitation artisanale, qu'on appelle orpaillage, il y a à peu près plus d'1 million de Maliens qui exercent dans cette activité, sans compter les activités annexes. Si on essaie d'ajouter ça, ça va dans les 2 millions de personnes qui vivent de cette activité-là. Et vous voyez qu'il n'y a aucune activité au Mali qui peut embaucher plus d'1 million de Maliens. Donc, vous voyez déjà quel impact social ça peut faire. C'est un outil efficace de lutte contre le chômage des jeunes. Mais maintenant, malheureusement, que cette activité n'est pas encadrée ni organisée, donc cela laisse souvent des conséquences catastrophiques sur le plan environnemental. Mais il faudrait quand même que l'État arrive à trouver des voies et moyens pour que cette activité puisse avoir un impact minimum sur l'environnement. Et cela n'y va pas sans une bonne organisation, sans un bon encadrement du secteur. Mais maintenant, l'or issu aussi de ce secteur artisanal échappe complètement aux statistiques de l'État. Tantôt on nous dit 6 tonnes, tantôt on nous dit 10 tonnes. Donc il n'y a pas de chiffres fiables qui donnent la production des orpailleurs au Mali. Et souvent, c'est à travers des médias internationaux, on ne sait même pas si c'est vrai, que souvent le Mali a exporté 60 tonnes d'or, 30 tonnes d'or, mais jusqu'au jour de maintenant, personne n'a les chiffres réels de ces activités-là.
de leur production. Voilà, donc maintenant à côté de ça, d'autres ressources minières, l'État a tenté de diversifier l'exploitation d'autres ressources minières, mais malheureusement cela n'a pas bien marché. Vous prenez le cas de l'uranium. Le Mali a une très grande réserve d'uranium au nord du Mali, dans la zone de Kidal, vers la zone de l'Adrar des Ifogas. C'est une zone très très riche en uranium. Et si vous voyez même l'agitation qui se passe au nord du Mali, il faut savoir qu'il y a la part des ressources minérales qui en fait partie. Parce que cette zone regorge une grande quantité d'uranium qui est convoitisée par des puissances étrangères. Donc, c'est sûr que ne va pas nous mettre à l'abri des manipulations pour mettre le pays dans une certaine position d'insécurité. On voit le cas au Congo et le Mali ne va pas faire l'exception. Donc, c'est pour vous dire que les ressources minérales aussi, tantôt peuvent avoir des bénédictions, tantôt ça peut être une malédiction. Si vraiment c'est très mal géré, si c'est mal exploité, ou bien il y a des conflits qui sont liés à ces ressources minières ou minérales. Si vous prenez le pétrole, le gaz, toutes les études ont montré qu'il y a bel et bien le gaz et le pétrole au nord du Mali, surtout dans le bassin de Taoudéni, et ça a été démontré. Et le premier puits de pétrole était même prévu en février 2012, mais malheureusement en janvier 2012, il y a le conflit qui a éclaté au nord du Mali. Et nous, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre la découverte du pétrole qui devrait rentrer en production et cette situation d'insécurité qui a été créée et qui a même mis fin à ce projet-là. Donc, parce qu'avec l'insécurité, personne ne peut travailler dans ces zones. Donc, c'est pour vous dire que le Mali a d'autres ressources qui n'est pas seulement que l'or. On a le calcaire, la quantité est énorme. On a des grands gisements de calcaire dans la zone de Bafouabé, dans la zone de Nioro, toute la zone de Kaï. Les collines que vous voyez, c'est des collines qui sont des collines de calcaire. Bon, maintenant, malheureusement, on n'a pas eu de sociétés, l'État aussi n'a pas eu une politique minière pour pousser les investisseurs locaux à exploiter ces gisements de calcaire, tels qu'on a vu au Nigeria avec Dangote, qui est devenu multimilliardaire grâce au ciment. Moi, je pense qu'avec tous les gisements que nous on a ici au Mali, on aurait dû avoir beaucoup de Dangote. C'est-à-dire non seulement on aurait dû exploiter notre propre ciment et même l'exporter à l'étranger, mais malheureusement, cela n'a pas marché. Qu'est-ce qui a fait ça? Tout ça, c'est dû à la politique minière qu'il faut essayer de revoir et l'adapter maintenant à la réalité actuelle du monde et la réalité aussi du pays. Si on quitte dans ça, on va aller dans le fer. Le fer aussi, on a des grands gisements de fer qui ont été découverts, mais qui ne sont pas exploités. Vous partez dans la zone de Sarabari, à Kita, il y a un grand gisement de fer. À Djidjan, au Kita, il y a un grand gisement de fer. À Tienfala, tout près à Bamako, il y a un grand gisement de fer, même malheureusement qui n'a pas pu être mis en valeur, faute des investisseurs sérieux pour essayer de transformer nos gisements à des industries extractives d'une dimension internationale. Et il y en a d'autres ressources minières, il y en a plein, mais c'est les plus connues que je suis en train de parler. Le dernier que je vais en parler, ça c'est le lithium. Vous avez vu tout récemment l'engouement que ça a créé pour l'ouverture de la nouvelle mine de Gualamina, où vraiment tout le monde a vu que ça donne une lueur d'espoir aux Maliens, de voir que vraiment on va avoir une mine de dimension internationale. Et tenez que la mine de lithium de Gualamina est la première mine de lithium en Afrique de l'Ouest. Et ça va classer le Mali comme 3e producteur de lithium en Afrique, voilà, avec une grande quantité de réserves qui sont estimées. Et qui dit lithium, aujourd'hui, on sait tous qu'on est dans une transition énergétique. C'est-à-dire le monde est en train de tendre vers la fin de l'énergie thermique, c'est-à-dire l'énergie qui marche avec le carburant. Le monde, c'est pour ça qu'on l'appelle transition énergétique. On est en train de sortir de ce modèle d'énergie qu'on consomme, mais on est en train de tendre maintenant vers les énergies renouvelables. Et qui dit énergie renouvelable ne peut pas parler du lithium, parce qu'il s'agit aussi de la production et la conservation de l'électricité. Donc cela se fait avec le soleil. Et le soleil, tout le monde sait que le Mali, on a l'un des pays les plus ensoleillés au monde.
avec le nombre de jours qu'on fait dans à avoir le soleil, contrairement à certains pays qui n'ont même pas 2 mois de soleil. Moi, je pense que c'est une opportunité pour les Maliens de savoir que la nature aussi, bien que ça nous a défavorisés, mais ça nous a favorisés d'un autre côté, si nous arrivons vraiment à transformer ce côté-là en faveur, c'est-à-dire la production de l'énergie solaire, et le lithium joue un grand rôle, parce que les batteries que vous voyez permettent de stocker l'énergie. Et donc, les panneaux solaires captent l'énergie, mais pour stocker l'énergie, il faut des batteries. Et les batteries jouent un très grand rôle. C'est pour cela, de nos jours, vous allez voir que les véhicules, on est en train de voir des véhicules électriques, des bus électriques, des motos électriques, des vélos électriques, et bientôt même des trains électriques. Ça veut dire que notre dépendance en énergie thermique, en carburant, va être très très bas par rapport aux besoins qu'on a sur les énergies renouvelables qui sont l'énergie solaire et l'énergie hydroélectrique. Même si vous produisez l'énergie hydroélectrique, il faut trouver un moyen de stocker quand même une grande quantité d'électricité. Et cela s'est fait grâce aux batteries à lithium, qu'on appelle LiO. Donc maintenant, je pense que c'est une opportunité pour le Mali. Mais maintenant, il y a une deuxième mine de lithium qui est en cours, qui doit rentrer en production avant 2025. Et si cette mine aussi rentre en production, ça va propulser le Mali comme premier producteur de lithium en Afrique et troisième dans le monde. Voilà. Et donc ça c'est vraiment de l'espoir pour le secteur minier du Mali, pour l'ensemble des Maliens et pour les autorités. Mais seulement, il faudrait qu'on trouve des voies et moyens pour que la façon dont on a géré l'or, que le lithium aussi ne soit pas la même chose. Comme on le dit en Bambara, Moussanika Komoko. C'est-à-dire quelque chose t'appartient, mais en réalité, tu n'en bénéficies pas. Donc, il ne faut pas que le lithium aussi soit pareil. Pour éviter cela, il faudrait quand même qu'on essaie de voir comment transformer une partie du lithium et enfin de fabriquer des batteries à lithium. Pourquoi pas même à fabriquer des véhicules électriques si on a des bons partenaires qui vont venir installer leur usine ici parce que la matière première est déjà sur place. Donc, c'est à l'État de réfléchir et comment faire que les ressources minières puissent profiter à l'État malien, puissent profiter aux Maliens et même aider le Mali à sortir de cette misère, de cette pauvreté. Parce que nous, en tant qu'association, après des études, après des réflexions, on s'est dit que si nos ressources, si on arrivait à les valoriser, et au minimum par an, on a 5 000 milliards de francs CFA que l'État peut recevoir, peut capter dans l'exploitation minière. Et qui dit 5 000 milliards de francs CFA, le budget national du Mali, c'est dans les 3 000 milliards de francs CFA. Donc ça veut dire que les 2 000 milliards, je vais finir avec ça 2 secondes, les 2 000 et quelques milliards qui va rester, l'État peut les utiliser pour les réinvestir dans d'autres secteurs du développement, tels que l'agriculture, tels que la pêche, tels que l'élevage, tels que les industries, tels que les infrastructures comme les routes et les barrages. Moi, je pense que c'est ce qui peut aider le Mali à sortir la tête de l'eau grâce à une bonne exploitation, une bonne gouvernance et une bonne gestion de nos ressources minières et minérales. Bon, la responsabilité sociétale, on peut le dire ainsi, c'est partagé entre l'État et la société minière. Avant, la société civile était à l'écart. Donc, c'est l'État et les multinationales qui géraient les contrats entre eux. Et maintenant, il y avait beaucoup d'informations qui ne passaient pas. Il y avait une certaine opacité dans ce secteur-là. Mais avec l'arrivée des structures telles que le bureau du vérificateur, telles que l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, cela nous a permis de connaître pas mal d'informations qui étaient souvent même confidentielles. Bon, maintenant, nous, avec notre association, nous sommes la première association apolitique dans le secteur minier. Donc, on a tenté de nous intéresser sur pas mal de facteurs. On s'est intéressé sur le code minier, on s'est intéressé au contenu local. Le contenu local, comment faire que les entreprises locales puissent bénéficier des avantages de l'exploitation minière. Avant, cela n'était pas le cas. Les sociétés minières amenaient leurs propres sociétés de l'étranger pour venir exécuter des travaux que
que des sociétés maliennes pouvaient faire les mêmes types de travaux. Mais maintenant, avec la loi sur le contenu local, je pense que ça va renforcer, ça va rentrer dans la RSE, parce que ça va profiter maintenant à la communauté locale, aux Maliens qui sont là, d'être des grands acteurs dans l'exploitation minière. Et pour que cela soit fait, il a fallu voter une loi, qui est la loi sur le contenu local, qui est une première fois au Mali, dont moi-même je suis un des acteurs de cette loi-là. Et maintenant, on a essayé de revoir aussi le code minier. On a changé le code minier. Et moi-même, je faisais partie de la commission du code minier, où on a même octroyé un fonds de développement local, un fonds destiné pour le développement local. C'est-à-dire chaque entreprise minière, dans la zone où elle exploite, elle donne 0,75% de son chiffre d'affaires à la zone, à la commune où elle fait l'exploitation. Donc maintenant, je pense que ça va permettre à la communauté locale de vraiment voir la couleur de l'or, comme on l'a dit, la substance puisse briller pour ces communautés-là. Parce que très souvent, ces communautés se sont tout le temps plaintes qu'elles ne bénéficient rien de ces sociétés minières. Bien qu'il y a une étude qu'on appelle le plan de développement communautaire, il y a des sociétés qui l'appliquent, certaines ne l'appliquent pas. Et je peux dire que vraiment, je connais quelques sociétés, je ne vais pas faire de publicité, mais quand même qui ont fait profiter les communautés locales de leur exploitation, qui a la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui concerne aussi la protection de l'environnement, du milieu où la société fait l'exploitation. Donc je pense qu'il y a beaucoup quand même qui se sont engagés vraiment à faire la promotion de la communauté locale, de faire profiter la communauté locale, à s'engager à protéger l'environnement aussi. Moi, je pense que ça, c'est très important pour la communauté locale qui, des fois, très souvent, se plaint que l'or ne brille pas. Mais